Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour. Alors, à une semaine tout juste du second tour, la campagne des municipales apparaît bien loin des préoccupations des Français et des Parisiens dans ce contexte de crise sanitaire. Alors, comment donner envie aux électeurs parisiens d'aller voter la semaine prochaine, dimanche prochain, le 28 juin, et comment envisager surtout le pari de l'après-crise. Et il y a aussi le contexte politique national, qu'attendre du nouvel agenda qu'Emmanuel Macron a un peu précisé le week-end dernier, comment rassurer, comment protéger les Français et donc les Parisiens face à cette crise économique et sociale qui s'annonce. Mais pour commencer, Anne Hidalgo, ce qui fait l'actualité encore de ce week-end, c'est cette convention pour le climat. D'abord, est-ce que c'est une bonne initiative et sur quoi voulez-vous que ça débouche ? D'abord, c'est une très très bonne initiative, cette convention citoyenne sur le climat. 150 personnes ont planché, se sont formées, ont fait des propositions. Il y a avec eux un certain nombre d'experts, Jean Jouzel, qui d'ailleurs préside aussi mon comité de soutien. Je pense à Laurence Toubiana, je pense à Cyril Dion. Plus des juristes, ça aussi ? Plus beaucoup de gens autour d'eux. Mais et des citoyens. Et 150 citoyens, je pense que c'est d'abord une belle démarche, une bonne démarche. Je suis très très en faveur de toutes ces conférences citoyennes et je regarde un certain nombre des propositions. Il y a de l'audace, il y a de la vision sur les questions d'écologie, sur les questions sociales. Alors justement, qui sont on va portées détailler par les citoyens. Donc c'est une très bonne chose. Très bonne chose. On va détailler quelques propositions qui peuvent concerner d'ailleurs au final Paris. On note que donc des mesures pourraient concerner la capitale. Par exemple, l'obligation de rénover les logements pour mieux les isoler d'ici à 2030-2040, l'interdiction de chauffage des terrasses des cafés-restaurants, des bistrots, de l'éclairage des magasins la nuit, l'interdiction de la publicité sur écran dans l'espace public, donc à Paris, le renforcement du bonus-malus sur les véhicules, l'interdiction des véhicules les plus polluants ou encore, et là ça concerne un peu moins Paris, mais c'est aux abords de Paris, la limitation de vitesse sur autoroute à 110 km/h. Est-ce que vous dites chiche, Anne Hidalgo ? Oui, parce que il y a dans ces propositions et les autres éventuellement. D'abord beaucoup de choses qu'on a déjà mis en place à Paris et qu'on veut amplifier, notamment dans le cadre de notre plan climat, plan climat-énergie. Je pense notamment à la rénovation des bâtiments. On a engagé un plan très important à la fois dans l'habitat social, mais aussi avec les copropriétés privées. Donc évidemment qu'il faut accélérer, avoir les moyens, parce que derrière, ça sera aussi c'est des milliards, nous laisser, bien sûr, mais nous laisser la capacité à nous, les collectivités locales, qui sommes des acteurs essentiels. On l'a vu pendant la crise et on le voit évidemment dans tout ce qu'il va falloir transformer sur nos territoires. Les maires, les régions ont un rôle très important. Il va falloir qu'on puisse financer avec de l'investissement, qui soit de l'investissement qui accompagne la transition écologique et énergétique sur la place de la voiture, sur la question de la vitesse aussi. Évidemment que quand on réduit la vitesse, on réduit la pollution. Pas d'ailleurs simplement la pollution atmosphérique, c'est aussi le bruit, la pollution sonore. Et on réduit le nombre de victimes sur les routes. Et on réduit le nombre de victimes sur les routes. Donc moi, je suis très favorable à ces mesures-là. Et il y en a un certain nombre, vous en avez parlé, qui concernent d'ailleurs mon projet pour notamment... Donc l'interdiction de chauffage des terrasses des restaurants. Alors sur le chauffage des terrasses et des restaurants, ça j'y suis évidemment favorable. Il faut qu'on travaille avec les commerçants, avec les restaurateurs qui ont quand même qui sont loin d'être sortis de la crise, pour qu'ils puissent s'en sortir et qu'on trouve avec eux des solutions qui soient des solutions écologiques. Donc on le fera avec eux. C'est aussi, je crois, une des leçons de cette convention citoyenne. Il faut vraiment qu'il y ait une participation très très forte des citoyens, des principaux concernés pour changer les choses. Donc il y a beaucoup de propositions de cette convention citoyenne que nous allons pouvoir reprendre à Paris et accélérer pour celles qui sont déjà mises en œuvre. Par exemple, cette proposition-là sur les 28 heures de travail hebdomadaire, vous êtes pour ? Moi, je trouve que c'est très intéressant. Vous bon savez, alors c'est pas un sujet sur lequel la maire de Paris on n'est pas sûr que ça soit repris, a une compétence, mais je trouve très très intéressant parce que ça part de quel
tel point de vue que la consommation à outrance dans laquelle on est, c'est-à-dire celle qui fait qu'on consomme les ressources de notre planète et qu'on consomme l'équivalent de plusieurs planètes et que donc ça n'est pas durable, ça n'est pas viable de continuer comme ça veut dire qu'il faut qu'on revoie aussi notre modèle économique. Et d'ailleurs, ce que nous disent à travers une proposition comme celle sur la réduction du temps de travail, ce que nous disent les citoyens, c'est il faut aller vers un modèle plus sobre, que nous ayons une économie qui soit beaucoup plus dédiée au bien-être de la population. Ce que dit aussi, par exemple, Jacques Attali, regardez son dernier livre, il le dit très très clairement, il faut réorienter l'économie vers autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut regarder à nouveau aussi la question du temps de travail. Pas forcément non, que de vous. Ça ne dépend pas que de moi. En tant que maire de Paris, si vous êtes réélu, est-ce que vous pourriez réduire le temps de travail des fonctionnaires de la ville ? On est sur un temps de travail qui est déjà contraint, réduit, et on applique la loi. On verra, il faut qu'on trouve... Vous savez, c'est un sujet qu'on ne peut pas décider tout seul, par oui ou par non, mais qu'il y ait de la discussion dans le pays, que les organisations syndicales, que les entreprises, les organisations patronales, les collectivités territoriales, l'État, dans quelque chose qui doit ressembler plutôt à une négociation quadripartite, s'interroge sur le modèle économique qui vient pour qu'il soit plus vertueux, moins prédateur par rapport à l'environnement et un peu plus humain dans le respect des droits des personnes qui travaillent. J'y suis favorable et je pense qu'il va falloir y aller. Au 28 heures sur ce débat avec les syndicats, avec les organisations syndicales sur la modification, la transformation de notre modèle économique. Peut-être qu'il faut aussi que ça se fasse au niveau européen, pouvoir... Bien sûr, mais vous savez, par exemple, quand on voit que 15 milliards d'euros sont mis sur Air France, enfin l'aéronautique, et 8 milliards sur un plan pour l'automobile, il faut sauver des emplois. Il faut évidemment des mesures d'accompagnement sur l'emploi, mais il n'y a aucune contrepartie sur la transformation économique de ces industries, et ça n'est pas acceptable. Donc, il faut que le dialogue et la Convention citoyenne posent des éléments très concrets, des solutions très concrètes dans ce débat, mais il faut qu'il y ait un débat très très large, quadripartite, je le redis, les collectivités territoriales doivent prendre leur part, aux côtés de l'État et aux côtés des partenaires sociaux, pour aller vers un nouveau modèle économique moins prédateur. Alors, lié à justement cette Convention pour le climat, la conclusion, ça peut être, Elisabeth Borne avait confirmé vendredi, un référendum. Est-ce que ça doit se régler par référendum ou pas ? Il y a des questions qui un peuvent référendum, tout on précise, à fait... un choix multiple. Oui, bien sûr. Je pense que le référendum est une bonne solution. En tous les cas, ça avait été évoqué. D'ailleurs, il avait été dit que les propositions seraient soumises sans filtre. Soit au Parlement, soit par référendum. Je pense que le débat au Parlement est important, mais pour un certain nombre de sujets, ça peut aussi se régler par référendum. Ça veut dire que si on vous interrogeait, Anne Hidalgo, la citoyenne Hidalgo, sur ces questions, dans le cadre d'un référendum à choix multiple, vous voteriez oui ? Je regarderai chacune des questions, mais je voterai oui à beaucoup des propositions qui sont faites par la Convention citoyenne, parce que je pense qu'elle a le mérite vraiment... D'abord, elle est rentrée par une question qui est une question majeure, c'est comment faire en sorte que l'écologie ne soit pas opposée au pouvoir d'achat. On le sait, chaque fois qu'on a des mesures fortes en matière d'écologie, on nous oppose le fait que ça se règle par des taxes sur les carburants et que donc, du coup, ça a un effet sur le pouvoir d'achat des ménages. Contribuer à relancer l'économie et la croissance. Et je pense que c'est ça le sujet, c'est comment se saisir de ces propositions, comment se saisir de ce que nous avons vécu dans cette crise. Aussi, je pense que beaucoup de Français sortent de cette crise avec l'idée que les priorités, sont reprécisées pour la vie de chacun. On a vu la fragilité de la vie, la fragilité de notre modèle. On a vu beaucoup de gens s'interroger sur est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer à foncer comme ça, parce que cette crise a un peu à voir quand même avec la question de l'environnement, notamment dans son origine. Donc je crois qu'il faut se saisir de ce moment et voir avec optimisme l'avenir, parce que on a des marges de manœuvre. Ce que dit cette Convention citoyenne, c'est qu'il y a des marges de manœuvre pour changer effectivement notre modèle, pour
embarquer tout le monde dans ce changement de modèle et arrêter de regarder avec une espèce de nostalgie le modèle du passé où tout tournait autour de la voiture. La fiscalité tournait autour de la voiture, la vie tournait autour de la voiture, la construction des villes tournait autour de la voiture. Il faut changer de modèle. Et saisissons cette opportunité qui est une chance historique. Quand on vous entend, quand on entend les conclusions de cette convention pour le climat, quand on entend aussi Emmanuel Macron, les ministres et de tous les autres partis, de tous les autres partis politiques, on a l'impression que, et notamment à Paris, que soit on est écolo, soit Paris sera écolo, soit Paris ne sera pas. Non, je dirais pas les choses comme ça, mais très clairement. En tout cas, l'après-crise sanitaire sera écolo. Oui, on ne réussira pas. Parce que vous voyez, d'abord, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on est engagé. En 2014, j'ai mené un certain nombre de grandes transformations de la ville. Supprimer une autoroute urbaine, ça s'est pas fait, de façon simple. Il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, mais personne ne reviendrait en arrière. Faire les pistes cyclables, ça ne s'est pas fait non plus facilement. Il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de mises en cause. Vous avez entendu ce que vous a dit Rachida Dati, c'est Bertrand Delanoë qui l'a fait, c'est pas oui, vous. Bon, écoutez, je la laisse parler. Elle s'opposait à Bertrand Delanoë avec exactement la même virulence qu'à moi. Mais ces pistes cyclables, elles sont là aujourd'hui et personne ne reviendra en arrière. Donc, on voit bien que le passage à l'acte dans la transformation de notre modèle, de nos villes, est quelque chose de compliqué. Et il faut que l'on puisse avancer. Ce que je constate aussi, je finis là-dessus, c'est qu'il n'y a pas une ville au monde qui est attractive, performante et qui ne soit pas totalement engagé dans cette transition écologique, notamment sur la mobilité ou sur la construction des bâtiments. Regardez l'exemple de Rome ou de Milan, deux villes qui sont en Italie pas loin l'une de l'autre. Rome qui est une très très belle ville, mais qui n'a pas été du côté de l'innovation et du côté de la transformation, de la réduction, par exemple, de la place de la voiture. Milan qui a fait le choix contraire. De quelle ville on parle aujourd'hui en Italie comme une ville attractive? On parle de Milan. C'est pareil pour Paris à l'international. À Milan plus à Rome. Parce que c'est le corollaire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être dans une approche conservatrice qui considérerait qu'il faut rien changer au modèle d'avant, surtout ne pas embêter la place de la voiture, ne pas la modifier et être performant sur le plan économique, ça ne marche pas. Regardez Paris, notre attractivité vient du leadership que nous avons sur l'écologie. Paris toujours, il faut qu'on avance sur la mobilité. Ce sera la dernière question sur la mobilité. En ce qui concerne le transport, Anne Hidalgo, est-ce que vous confirmez que si vous êtes réélu maire de Paris dans 8 jours, vous limiterez la vitesse à 30 km dans l'agglomération parisienne, que vous supprimerez 60 000 places de parking et que vous transformerez la rue de Rivoli en piste cyclable? Ça veut dire, oui, bien sûr, que je serai une maire qui continuera à faire diminuer la place de la voiture. Sur ces 3 points-là. La place de la voiture dans la ville. Et on le fera, évidemment, avec la concertation nécessaire. Vous prenez sur le 30 km/h. Vous savez, aujourd'hui, la vitesse moyenne de circulation est très inférieure aux 30 km/h. Et plus on va vite, plus ça génère des accidents et de la pollution. Et plus il y aura de pistes cyclables, plus on verra ce que je vois tous les jours. Ce matin, je prenais la piste cyclable sur le quai de la rive gauche et je voyais des voitures à l'arrêt et moi j'étais à une bonne vitesse raisonnable et finalement c'est jouable. Il y a beaucoup de gens qui me le disent d'ailleurs, beaucoup de gens qui me disent, des hommes surtout, on vous a détesté, c'était terrible. Vous étiez haï au départ. Mais vraiment. Et ils me le disent, ils me disent mais bon voilà, je suis passée de la voiture au vélo à assistance électrique et franchement ça a changé ma vie. Oui, quand on peut le faire, il y en a qui ne peuvent pas le faire et bien sûr qu'il faut qu'ils aient d'autres solutions, mais quand on peut le faire, je vous assure qu'on gagne en liberté, en indépendance et même en santé, parce que faire du vélo ça génère une bonne santé. Sur la place de la voiture, c'est vrai que vous avez été détesté, haï, Anne Hidalgo. Comment on vit ça? D'abord, en regardant d'où viennent ces haines et ces polémiques. Lorsque, vous savez, j'étais dans la rue avec les Parisiennes, les Parisiens, dans le métro, j'avais plutôt des encouragements de celles et ceux qui me disaient ne lâchez rien. Donc j'ai écouté. Mais il y a encore pas très longtemps un Hidalgo bashing. Oui, c'est vrai. Contre Hidalgo. Et je pense qu'il y avait beaucoup dans
cette période-là de mobilisation de lobby, du lobby du diesel, qui d'ailleurs était venu me menacer dans mon bureau juste après mon élection de 2014, en m'expliquant qu'il me ferait battre et qu'il me ferait détester comme maire. C'est quoi le lobby du diesel? C'est les pétroliers? C'est les pétroliers. Total? C'est pas Total, je ne veux pas donner le nom de ceux qui sont venus, vous les reconnaîtrez de toute façon. Ils sont venus me menacer. Je pense qu'il y a eu effectivement une campagne extrêmement virulente sur laquelle beaucoup de personnes se sont trouvées embarquées. On peut évidemment considérer que le modèle de la voiture individuelle polluante soit le modèle de l'avenir. Je crois qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui voit le monde d'après de cette façon-là. Je ne suis pas du côté de ces conservatismes qui visent simplement à préserver des positions dominantes, des positions d'intérêt qui ne sont pas celles du plus grand nombre. Avec aussi, par rapport à l'automobile, une question importante. L'automobile, l'industrie automobile en France, c'est aussi l'emploi. C'est 10 millions d'emplois voilà. Au niveau des sociétés, des constructeurs automobiles et de leurs sous-traitants. Donc comment on fait pour dire plus de voitures à Paris et pour permettre à l'industrie automobile de préserver ses emplois? D'abord, il faudra de la mobilité, il faudra des transports en commun, il faudra du train, il faudra... il y a des espaces de conversion et de mutation. Mais vous savez que ça prend 5, 10, 15 ans, 20 ans. Ça prend d'autant plus de temps qu'on n'y va pas. Et que quand on met 8 milliards sur l'industrie automobile sans faire la moindre demande de contrepartie, notamment sur la mutation de cette industrie... Vous parlez du plan actuel? Bah oui, du plan actuel. Parce qu'il a été demandé de fabriquer des moteurs électriques en France, de favoriser les voitures hybrides, les voitures électriques. Très peu, c'est sans contrepartie. On a donné une intention. Il faut plus de contrepartie pour vous. Bien sûr, il faut plus de contrepartie. Il faut aussi des contreparties sur le maintien d'un certain nombre de sites de production. Je pense à Flins notamment, où on ne sait même pas si il y aura un avenir. Donc, il faut vraiment que on s'y engage résolument. Il y a des espaces, des possibilités de mutation et de conversion si on donne la priorité au transport collectif, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, et notamment en France, où la route a été privilégiée sur le train et sur les transports collectifs. Je vous donne un autre exemple. Ou le TGV sur les trains. Je vous donne un exemple. Par exemple, là, aujourd'hui, et je suis solidaire de Valérie Pécresse sur ce combat Île-de-France Mobilité. Sur les passes Navigo qui assure tout le transport en Île-de-France. Paris est un gros financeur d'ailleurs d'Île-de-France Mobilité. Il manque 2,8 milliards. Si ces 2,8 milliards ne sont pas trouvés, il y aura une cessation de paiement d'Île-de-France Mobilité. Dès le mois de juillet. Dès le mois de juillet. C'est 2,6 milliards, pardon. Ces 2,6 milliards, c'est quoi? C'est le remboursement qui a été décidé par Île-de-France Mobilité du pass Navigo pendant la période du confinement. Et il y a un refus aujourd'hui de prendre en considération cette demande, qui est une demande de soutien au transport public en Île-de-France. Vous dites au gouvernement, vous dites à Emmanuel Macron, il y a urgence à aider la région Île-de-France. Il y a urgence. Il y a urgence, comme il y a urgence sur un deuxième sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est la remise en cause du calendrier du Grand Paris Express. Ça concerne absolument toutes les personnes qui... Eh bien, pour le Grand Paris Express, vous savez, ce réseau de transport de métro sur tout le Grand Paris, les deux lignes, qui sont deux lignes essentielles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui notamment vont desservir le Bourget, la ligne 16 et la ligne 17, elles sont renvoyées à un calendrier qui va bien après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Que ce n'est pas normal, que ça n'est pas acceptable, et qu'il faut absolument qu'il y ait une remobilisation de l'État français, du gouvernement, sur les transports collectifs, parce que la première mesure écologique, c'est de permettre justement le transport collectif. C'est ce qu'il y a de moins polluant et c'est ce qu'il y a de plus performant en termes de transport des voyageurs, mais aussi en termes de transport des marchandises. Dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, je suppose que vous avez eu des contacts avec les autorités, avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Pour l'instant, on nous répond que ça n'est pas possible et qu'il n'y a pas de volontarisme. Il faut du volontarisme pour s'engager dans un projet dans lequel l'écologie soit au cœur, soit le socle. C'est quoi l'investissement pour ces deux lignes? J'ai plus en tête tout l'investissement. Oui, d'accord, mais nous avons financé, nous avons participé au financement. Vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2017 qui a été quand même d'une stupidité totale, mais
proposé par Bercy, qui a été de dire, on avait le plan de financement du Grand Paris Express, et si on n'avait pas retardé les choses dès 2017, on serait dans les temps pour ces 2 lignes-là notamment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bercy a demandé que le plan de financement du Grand Paris Express soit soumis aux règles de Maastricht, c'est-à-dire que le coût de l'emprunt rentre dans le financement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tout retardé parce qu'il a fallu rebattre les cartes du financement. Vous lancez un appel pour que ça soit pris en compte. Je pense qu'il faut que le politique reprenne la main sur la dimension et l'approche comptable, mais qui n'est pas une approche aujourd'hui qui nous permettra de nous en sortir, qui est celle de Bercy, que le politique reprenne la main sur Bercy, et je pense que le pays ira mieux, et plus de décentralisation, et le pays ira mieux aussi. C'est les politiques, les élus locaux, bien sûr. Et les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux oui. qui doivent contribuer à faire ces avancées, et non pas les techniciens de Bercy. Et non pas les approches comptables. Voilà. Je pense qu'on est dans un monde très complexe. Il faut qu'il y ait de l'engagement, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la responsabilité partagée, et ça ne peut pas se décider dans un bureau de Bercy. Autre dossier en tête des préoccupations des Parisiens, c'est le logement. 53 000 personnes ont quitté Paris en 5 ans, à peu près 11 000 par an. On nous dit que la crise sanitaire va accélérer ce processus. Alors, est-ce que c'est un problème, ou est-ce que ça peut être un atout pour Paris et les Parisiens? D'abord, Paris est une ville très attractive, une ville très dense, une ville dans laquelle parfois on vient, on s'installe, on repart. C'est l'histoire de Paris d'être comme ça. Et d'ailleurs, l'essentiel des Parisiens, la majorité des Parisiens habitent en location et ne sont pas propriétaires, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres villes. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est aussi à cause du prix du mètre carré. Bien sûr, c'est une stabilisation de la population parisienne. Il y a des variations de 10 000 habitants par an dans les prévisions avant la crise, prévisions de l'INSEE pour la population parisienne. Il y avait une réaugmentation en 2024-2025. Donc on voit bien qu'on est dans une stabilisation de la population, ce qui est plutôt une bonne chose. Pourquoi cette stabilisation? Parce qu'on a dédensifié l'habitat. On a fait, par exemple, un plan de résorption de l'habitat insalubre, donc des logements tout petits avec plein de personnes dedans qu'on a qu'on a réorganisé, qu'on a rénové, et qui du coup ont moins de monde à l'intérieur, puisque si. Non, mais la question c'était est-ce que si des Parisiens décident de quitter la capitale, c'est un handicap, ou ça peut être un atout pour Paris et les Parisiens? Il y aura toujours des mouvements, des gens qui viendront vivre à Paris, parce que Paris va rester une grande capitale mondiale, très attractive, parce que c'est une capitale innovante, parce qu'on est engagé, justement, on a un leadership reconnu mondialement sur la question du climat et aussi sur l'innovation numérique. Donc on va continuer à attirer. Qu'il y ait des choix de vie et des personnes qui décident, parce que le télétravail va pouvoir se développer et qu'on peut travailler un peu plus à distance sans venir tous les jours sur son lieu de travail, qu'il y ait des choix de vie, c'est très bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'on continue à travailler pour la qualité de vie des Parisiens. Un élément important dans cette variation de population, si le logement parce que vos adversaires disent exode. Hein. Oui, enfin, écoutez, on peut quand même se dire qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Enfin, il y a des études scientifiques. Moi, je veux bien qu'ils disent exode. Elle porte une vision de Paris qui est absolument cataclysmique. Quand elle parle de Paris, mes adversaires, les deux, je ne reconnais pas ma ville. On parle de cette ville comme si c'était une ville vraiment en déclin, alors que Paris est une ville attractive. Regardez tous les classements internationaux. Et j'ai pris ma part pour que Paris soit à ce niveau-là aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on a gagné les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai contribué à cette victoire qui n'était pas acquise. Hein. Et on avance. Et donc, ce qui est aussi un sujet très important sur le logement, c'est que beaucoup de logements ont disparu du marché à cause de Airbnb. Et donc, il faut absolument, et là, vous voulez réformer bien sûr, les possibilités revenir. offertes à voilà. Airbnb. Et plus on offrira du logement, plus alors, il y aura
des habitants. On avance et très rapidement. La sécurité fait aussi partie des préoccupations des Parisiens. Vous souhaitez donc une police municipale de 5000 agents, une police municipale non armée. D'armes létales, comme c'est le cas dans la plupart des polices municipales de France et du monde. Est-ce que quand vous voyez ce qui s'est passé à Dijon récemment, est-ce que vous dites pas c'est une erreur de pas armer la police municipale? Je dis que ce qui est une erreur, c'est que la police nationale n'ait pas pu se déployer avant 3 jours pour venir sur le terrain de ce qui est sa compétence. Alors pourquoi cette police nationale que je soutiens totalement, on a une police républicaine. Et vous dites pas que d'ailleurs comme Jean-Luc Mélenchon, il faut désarmer la police. Hein. Ah, pas du tout. Moi, je pense que cette police républicaine, elle a montré à la fois au moment des attentats, elle a montré qu'elle est ancrée dans les valeurs, qu'au sein de la police, comme partout dans la société, il y ait des gens racistes ou autres, évidemment. Mais la police nationale est une police républicaine que je soutiens, et je soutiens l'idée qu'il faut qu'elle ait plus de moyens. C'est absolument inadmissible que nous soyons, j'en parlais avec François Rebsamen, mais avec d'autres maires en France, Dijon, que nous soyons, par exemple, sur la question des trafics de drogue, puisque ça a à voir quand même avec les trafics de drogue, que nous n'ayons pas une présence de la police dans nos quartiers suffisante parce qu'il n'y a pas les effectifs et parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça, c'est pas le job des polices municipales. Trafic de drogue. Qu'est-ce que les événements de Dijon, à savoir, c'est violent entre communautés tchétchènes et maghrébines, sur fond, semble-t-il, de trafic de drogue, comme il en existe dans, je crois, 200 cités en France. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la société française? Et puis, on nous parle de ces problèmes dans les cités sur fond de trafic de drogue depuis 10, 20, 30 ans. Hein. On n'a jamais rien fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi on ne le fait pas? Voilà, je pense qu'il faut vraiment... Et quels que soient d'ailleurs les gouvernements. Hein, bien sûr, je l'ai réclamé à plusieurs reprises en tant que maire de Paris, dans les très nombreuses réunions que j'ai au ministère de l'Intérieur ou avec le préfet de police, avec le parquet aussi, le procureur de la République. Il faut absolument qu'il y ait un plan massif d'intervention sur la question des trafics de drogue qui pourrissent la vie plan d'intervention massive, ça veut dire des descentes dans les cités, de la police, ça veut dire des moyens de police, des moyens d'investigation, des interpellations, des sanctions qui doivent être des sanctions extrêmement importantes parce qu'il y a une économie parallèle qui fait vivre bon nombre de cités et il faut s'attaquer à cette économie parallèle, mais le faire avec beaucoup de moyens et de volontarisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez dans nos cités, je pense, ou dans un certain nombre de quartiers, par exemple à Stalingrad, à Paris, des habitants qui voient les trafics sous leurs fenêtres, qui savent qui sont les dealers, quels sont les groupes qui continue. Et ça continue. Et on avance. Décelant une atteinte à la liberté d'expression, le Conseil constitutionnel a donc censuré, c'était jeudi, la loi Avia contre la haine sur Internet, notamment la mesure phare de cette loi qui imposait aux opérateurs de retirer sous 24 heures des contenus à caractère haineux ou sexuel diffusés en ligne. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez, rapidement? Et puis, est-ce qu'il faut, comme le souhaite Laetitia Avia, réécrire la loi ou tout simplement l'abandonner? Parce qu'on précise que un certain nombre de défenseurs des droits d'expression, notamment, étaient contre contre cette loi. Moi, je pense qu'il y a sur Internet des propos haineux, des propos racistes, homophobes, sexistes, antisémites, qui ne sont pas des opinions. Et donc, on n'est pas dans le cadre de la liberté d'opinion et d'expression. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de cette moi, j'étais plutôt favorable à ce qu'il y ait des mesures qui permettent d'intervenir. Quand vous-même, vous en avez été victime, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Et en plus, sur le net, ça ne s'efface pas, ça se reprend des années après. C'est absolument inadmissible. C'est un véhicule de haine qui doit être... Au meurtre, hein. Et d'appel au meurtre qui doit être réglementé, qui doit être régulé. Alors, est-ce que la loi sur justement la liberté d'expression, mais aussi sur la diffamation était suffisante ou pas suffisante? C'est ce que dit un certain nombre d'avocats. Est-ce qu'elle devrait s'appliquer au champ de l'expression sur Internet? Peut-être, je suis pas suffisamment compétente sur le sujet, peut-être que c'est cette piste-là, mais en tous les cas, il faut vraiment une régulation de ce qui se passe sur le net. Alors, vous avez été, Anne Hidalgo, en première ligne tout au long de votre mandat, et avant d'ailleurs, quand vous étiez auprès de Bertrand Delanoë, dans la lutte contre
l'antisémitisme tout au long de votre carrière politique. Alors, on va pas le répéter, hein, mais on a tué des juifs en France parce qu'ils étaient juifs. On a eu Toulouse, Ilan Halimi, Liper Kacher, Sarah Halimi, ou encore Mireille Knoll. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas dans la société française? Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Pourquoi on en est arrivé là? On est dans une société qui est extrêmement fracturée. Et je sais que émission après émission, on repose les mêmes questions, mais c'est un sujet qui se pose. Bien sûr. Une question qui se pose. Vous avez raison de la poser. Je pense qu'il ne faut rien laisser passer. Peut-être qu'il y a eu d'abord une période où on ne parlait pas on parlait de la lutte contre les discriminations, mais on ne nommait pas ces discriminations, on ne nommait pas l'antisémitisme, on ne nommait pas le racisme, le sexisme ou l'homophobie. Il faut nommer les choses, ça c'est une première étape. Il faut les combattre. Il ne faut aucune complaisance. Il ne faut aucune complaisance. C'est-à-dire, dès lors qu'on est en train de franchir le Rubicon et de laisser entendre qu'il pourrait finalement y avoir une opinion ou quelque chose, il ne faut pas laisser passer. Je vous donne un exemple. Sur la question, par exemple, du BDS et des appels au boycott d'Israël. Donc, avec l'avis européen du tribunal. Oui. Écoutez, moi, à Paris, en tant que maire de Paris, j'ai condamné fermement, dès que j'ai été élu maire, tous ces appels-là. J'ai tenu contre vents et marées un Tel Aviv plage à Paris sous la pression et sous les insultes de celles et ceux qui faisaient l'amalgame entre antisémitisme et antisionisme. Et si c'était à refaire d'ailleurs, puisque c'est une question qui se pose, qu'on vous a posée, est-ce que Tel Aviv sur Seine, vous le referiez? Est-ce que l'inauguration de la place de Jérusalem dans le 17e, bien sûr, si c'était à refaire, vous le referiez? Évidemment, je le referais parce que je refuse que l'on fasse ce lien, et je sais que l'antisionisme est vraiment le nid, ça fait partie de ces nouveaux habits de l'antisémitisme. Si on tolère cela, et je l'ai souvent dit, ici à Paris, qui est une ville dans laquelle la communauté juive a sa place, son histoire, a construit l'histoire de notre ville, elle ne serait pas ce qu'elle est, notre ville, sans cette présence extrêmement importante dans l'histoire et dans le présent de cette communauté juive, nous ne serions pas ce que nous sommes. Et donc, je me battrai, et je crois que ce qu'il faut se dire aussi, puisqu'on est à la veille d'une élection municipale, il faut beaucoup de force pour se battre. Je pense que on m'a vu sur un certain nombre de combats, y compris quand j'étais attaquée et violemment attaquée, ne pas céder. Et je pense qu'il faut être très fort quand on est maire de Paris, parce que c'est une ville qui donne aussi une tonalité dans le monde. Si on laissait faire à Paris, si on laissait ces propos antisémites, ce qu'on a encore entendu récemment. Donc là, vous parlez de la manifestation Place de la République. Par exemple, qui est une honte. Ces mots-là sont une honte, et que les organisations qui sont dans ces manifestations ne condamnent pas, n'est pas acceptable pour moi. Ça entache véritablement ces manifestations. Donc je serai toujours dans cette position de fermeté en tant que maire de Paris pour à la fois dénoncer et construire, parce que tout à l'heure dans votre question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien sûr qu'il faut réaffirmer les valeurs, mais si on met pas en place des politiques très concrètes sur l'éducation, sur le désenclavement d'un certain nombre de cités qui nourrit justement la haine de l'autre, si on ne met pas en place des politiques très concrètes de transport, d'éducation, des politiques en faveur de l'égalité dans un certain nombre de quartiers où la situation est dégradée, eh bien ça ne marchera pas. Et on va préciser une chose, que ce soit l'antisémitisme, le racisme anti-noir, anti-maghrébin, anti-asiatique, ou l'homophobie, c'est pareil. C'est pareil. Ça part des mêmes, entre guillemets, sentiments. C'est la différence de l'autre, c'est l'autre qui est différent, qui serait dans une hiérarchie entre les humains. Une hiérarchie quelque part raciale. Raciale ou je ne sais quoi, mais qui n'est pas acceptable. Je suis une humaniste et je continuerai à défendre l'universalisme humaniste et républicain. Vous avez parlé de ces cristalls juifs entendus dans la manifestation Place de la République il y a 8 jours. Assa Traoré, la porte-parole du collectif Traoré, porte plainte pour dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique contre le préfet de police qui avait après son tweet de samedi dernier indiquant justement que des manifestants présents Place de la République avaient scandé ces termes sales juifs que l'on a pourtant entendu et vu sur ces vidéos. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de cette plainte? D'abord, il n'y a pas de contestation sur ce qui a été vu et entendu. La justice
justice de faire son travail, mais je pense que c'est un mauvais combat. Il faut reconnaître que ces propos ont été tenus dans cette manifestation et purement et simplement les dénoncer. Parce que je pense que le combat antiraciste, le combat antisémite, contre l'antisémitisme, le combat contre l'homophobie, le combat contre le sexisme sont des combats qui doivent se relier, et il ne peut pas y avoir voilà, on ne peut pas casser, il ne faut pas transiger, et on ne peut pas casser l'universalisme. Alors, ça c'est quelque chose, et là-dessus moi je ne suis pas du tout sur les approches qui sont des approches communautaristes, notamment des pays anglo-saxons. On utilise parfois le terme de communauté juive ou de communauté asiatique, etc. Mais je suis évidemment pour l'idée que c'est une communauté nationale qui peut avoir des origines différentes, mais ce qui nous donne de la force, c'est l'universalisme des valeurs républicaines auxquelles on adhère et qui doit mettre ces communautés, ces personnes à égalité. Alors il faut aller vers l'égalité réelle, ça c'est clair. Alors par rapport à cette manifestation, une question qui est lié à l'actualité. David Béliard, qui est votre colistier dans le cadre de cette campagne, qui vous a rejoint pour le second tour, a posé mercredi soir sur son compte Twitter aux côtés d'Assa Traoré, précisant sur son tweet, je cite Béliard, « Heureux de cet échange avec Assa Traoré, elle fait preuve d'un courage admirable dans son combat pour la justice et contre les violences policières. » Vous n'avez pas posé aux côtés d'elle. Vous avez d'ailleurs critiqué ce qui s'est passé et sa plainte contre le préfet de l'Allemand. Et qu'est-ce que vous pensez de ce tweet et cette initiative de David Béliard? D'abord, vous savez, à gauche et chez les écologistes, il y a des approches différentes. Voilà. Ça n'est pas mon approche. C'est certain que c'est pas votre approche. C'est pas mon approche, et je suis candidate à être maire de Paris, et c'est le maire de Paris qui impulse, qui donne, qui défend, qui protège aussi lorsque il y a des risques d'affrontement, parce que on serait en train de s'éloigner de l'universalisme républicain. Donc chacun est libre évidemment de ses positions, qui renvoient aussi aux histoires de chacune de ces formations politiques. Pour ce qui me concerne, je suis très libre par rapport à tout cela, et la position que j'ai en tant que maire, que j'ai eue pendant 6 ans en tant que maire, sera celle que j'affirmerai si je suis réélue le 28 juin. 80 ans après l'appel du 18 juin, Anne Hidalgo, c'est quoi l'esprit de résistance dans la France de 2020 ? D'abord, cet esprit de résistance, pour moi, ça doit être un esprit d'engagement. Il faut considérer que, bien sûr, il y a des pouvoirs publics, des institutions, des autorités qui sont là, historiquement d'ailleurs, elles sont là, et elles font vivre un modèle social, un modèle qui date d'ailleurs de 45, en tous les cas de l'après-guerre, et qui puise dans les racines des jours heureux et du Conseil national de la résistance, mais cela ne vit pas tout seul. Si les citoyens ne prennent pas soin en permanence de la justice, de l'égalité, des valeurs républicaines, si on n'en prend pas soin en permanence, si on ne se sent pas soi-même engagé pour porter à son échelle, à l'échelle de sa vie de citoyen, tout cela est extrêmement fragile. Donc pour moi, l'esprit de résistance, c'est d'abord l'esprit d'engagement, c'est de ne pas regarder les choses avec indifférence, c'est de ne pas se dire rien n'est possible, on ne peut rien changer. Ce n'est pas le populisme, ce n'est pas de regarder le politique en disant le politique ne sert à rien. C'est au contraire de s'engager. Ça commence par le vote et puis par l'engagement citoyen. Agnès Buzyn, la semaine dernière, qui était l'invitée du Forum Radio J, constatait que Rachida Dati avait, je la cite, réussi à réconcilier Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sur son programme. Eh bien, Anne Hidalgo, qu'est-ce que vous inspire ce soutien des Le Pen, père et fille, à Madame Dati? D'abord, être soutenu par l'extrême droite, c'est pas quelque chose. Voilà, ça mériterait quand même une parole. Précisément, mériterait une parole, c'est-à-dire de la part de Rachida Dati. Oui, je pense quand même. Qu'est-ce qu'elle devrait dire? Je pense que Rachida Dati devrait expliquer est-ce qu'elle porte les valeurs de l'extrême droite. Vous croyez ou pas qu'elle les porte? Elle l'emporte ou pas? Rachida Dati a une histoire d'immigration respectable, admirable.
admirable quant à son parcours, et ça, je veux évidemment le reconnaître. Elle a évidemment, elle porte en elle forcément les valeurs républicaines, mais être soutenue par l'extrême droite française, qui puise quand même son histoire, pas simplement même pas du tout dans la République, et même dans l'opposition au général de Gaulle, ça me paraît quand même être silencieux sur ce soutien, me paraît quand même extrêmement compliqué pour Rachida Dati. Ça veut dire qu'elle devrait dire quoi ? Elle devrait dire si oui ou non elle considère que dans son programme, dans ses aspirations, dans ses valeurs, il y a une part des valeurs de l'extrême droite. Alors, je ne le crois pas, donc il vaut mieux qu'elle le dise. Est-ce que, deux questions qui sont sur l'extrême droite, puisque vous parlez de l'extrême droite, est-ce que Emmanuel Macron a raison de dénoncer, je le cite, les provocations de Marine Le Pen, qui a vécu une visite mouvementée, c'était mercredi à l'île de Saint, en voulant aller rendre hommage au général de Gaulle? Et deuxième question qui est liée à ça, l'esprit de concorde, a dit le président Macron jeudi en marge de son déplacement à Londres, c'est que chacun aussi sache trouver sa juste place dans ce qui est sa propre histoire, celle des valeurs qu'on transporte. Les valeurs du Rassemblement national, et Hidalgo, ce sont celles de la résistance, celles du gaullisme, ou celles du pétainisme et la collaboration? Elles ne sont absolument pas celles de la résistance, d'ailleurs. Et de De Gaulle. Et de De Gaulle, évidemment que pétainisme non. et collaboration, c'est ces valeurs? Ça ressemble plus à cela, bien sûr. C'est-à-dire au pétainisme et à la collaboration. Les valeurs du Rassemblement national. Je sais que le Rassemblement, le FN qui s'est construit en 72, s'est construit après toute cette période-là et avait réussi. On précise quand même, parmi les créateurs du Front National, d'anciens Waffen-SS, et d'anciens pétainistes, d'anciens collabos. Oui, et aussi ce qu'ils font comme référence permanente, quelques gaullistes qui avaient quitté le général de Gaulle au moment de la guerre d'Algérie. Mais bon, je reviens sur le sujet. Évidemment que le Rassemblement national, ne porte pas les valeurs de la République. Évidemment que le président de la République a eu raison de dire qu'il y avait de la provocation dans ce déplacement de Marine Le Pen à l'île de Saint. J'étais hier avec le maire de l'île de Saint. C'était jeudi. J'ai eu l'occasion d'aller sur l'île de Saint parce que l'île de Saint, comme Paris, comme Vassy-en-Vercors, comme Nantes et Grenoble, nous sommes les 5 villes compagnons de la Libération, et donc nous portons l'héritage justement de ces valeurs. Et le maire de l'île de Saint, qui était présent jeudi, lui-même a dit sa fierté de voir que les habitants de l'île eux-mêmes avaient tourné le dos à celle qui, leader de l'extrême droite française, essaye de prendre les habits du général de Gaulle, qui ne peut en rien être représentée par les valeurs qu'elle porte elle-même, qui ne sont pas les valeurs républicaines. Emmanuel Macron, et on vient pour conclure cette émission aux conséquences sans doute politiques de ces élections municipales d'ici après le 28 juin. Donc Emmanuel Macron va tirer sans nul doute les leçons municipales de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Est-ce que par exemple vous souhaitez le maintien d'Édouard Philippe, qui est devenu très populaire depuis le début de cette crise? Moi, je ne vais pas m'intéresser à la composition du gouvernement, ça n'est absolument pas de ma compétence. Alors une autre question. Comment vous expliquez le fait que Édouard Philippe soit aujourd'hui beaucoup plus populaire que Emmanuel Macron? Je ne veux pas m'inscrire dans le commentaire. Je pense que pour tirer les leçons de cette crise, il faut poser un acte nouveau de décentralisation. On a vu pendant cette crise, on a pu répondre aux problèmes de pénurie de masques, on a pu répondre à un certain nombre de difficultés pour aller notamment vers les plus fragiles, à l'échelle des communes, des villes, des régions. Voilà. Et il faut absolument que dans notre pays, il y ait un pacte républicain qui considère que les villes, les régions, les communes, les départements sont des points d'appui pour faire vivre le pacte républicain, pour apporter des solutions très concrètes. Donc il faut poser cet acte-là. Moi, j'attends vraiment du diagnostic que l'on peut faire de cette crise, que l'on aille plus loin dans la décentralisation. Il nous reste 2-3 minutes. Jean-Pierre Chevènement, il appelle, lui, qui est au Parti Socialiste avec vous, appelle un gouvernement de salut public. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que l'Union nationale, c'est une nécessité
ou une vraie fausse solution aux crises que nous avons vécues, que nous sommes en train de vivre? Moi, je pense qu'il faut faire vivre le débat démocratique. Il faut faire vivre le débat avec les nuances, les différences qui sont portées par des partis politiques. Il faut reconnaître qu'il puisse y avoir de l'opposition, mais du dialogue et du respect. C'est vrai que c'est pas tout à fait ce qu'on voit aujourd'hui dans le débat public. Il y a une espèce d'hystérisation, y compris dans les débats, y compris dans le débat, de polémique permanente, y compris au municipal, bien sûr, de polémique permanente, de non-respect des personnes. Enfin, franchement, on peut faire de la politique en portant des idées, des projets, en reconnaissant que les autres ont le droit de penser différemment de vous, mais sans pour autant attaquer les personnes. Donc, je crois qu'il faut qu'on gagne en maturité. C'est pas ce qu'on est en train de faire en ce moment. Deux dernières questions. À quelques jours du jugement dans l'affaire Fillon, Éliane Houlette, ancienne patronne du parquet national financier, déclare avoir été victime de pression hiérarchique en 2017, donc au début de l'affaire, c'est-à-dire sous la présidence de François Hollande. Est-ce une affaire d'État, comme l'accusent les dirigeants du parti Les Républicains? Éliane Houlette est une femme remarquable, pour laquelle j'ai un immense respect. C'est elle qui a mis en place le parquet national financier, qui est vraiment dans notre système juridique quelque chose de très important, parce que la justice doit exister. Je ne connais pas l'affaire plus que cela, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai un immense respect pour Éliane Houlette. Et un immense respect pour ses déclarations, c'est une affaire d'État pour Éliane Houlette et pour le travail qu'elle a fait au sein du parquet national financier qu'elle a créé suite à l'affaire Cahuzac. Quelque part, vous ne voulez pas répondre à cette question. Mais bon. Je n'ai pas à répondre à quelque chose. Dernière question. Vous avez affirmé, pas plus de précision. Vous avez affirmé à plusieurs reprises que vous irez jusqu'au bout de votre mandat de maire de Paris en cas de réélection. C'est-à-dire, vous serez la maire quelque part des Jeux Olympiques de 2024. Oui, j'espère, si je suis élue. Si vous êtes élue, c'est bien ce que j'ai dit. Venez. Alors, et la question c'est, est-ce à dire que votre agenda présidentiel, votre calendrier présidentiel, il va débuter en 2027, c'est-à-dire en 2026, c'est-à-dire c'est 2027. Je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle. Ce n'est pas du tout ce qui guide ma vie, mon engagement, ma volonté d'engagement. C'est Paris. Paris est une ville extraordinaire. J'ai eu l'honneur d'être la maire pendant 6 ans. Vraiment, j'espère que les Parisiens me donneront de la force et de la confiance pour pouvoir être leur prochaine maire pendant les 6 ans qui viennent. Et cette ville est une ville qui à la fois permet d'agir, qui éclaire le monde, qui est aussi une ville avant-gardiste, qui est une ville qui prend soin de ses habitants, et c'est ça qui me passionne, c'est cet engagement-là. Merci Anne Hidalgo en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, et non pas dimanche prochain puisque ce sera justement jour d'élection, mais on se revoit le 5 juillet. Merci. Merci beaucoup.